Oui, je sais, il va falloir qu'on aille tous se battre sur le front de l'Est. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end prolongé, bravo. Et c'est une émission spéciale, j'ai envie de dire même très spéciale, une spéciale investir dans la défense. L'heure est au réarmement en Europe. Les États-Unis ne veulent plus nous protéger. Il va falloir investir massivement et il va y avoir des opportunités exceptionnelles, à la fois pour les actionnaires individuels qui investissent en bourse et à la fois pour les épargnants français. Alors quel est le potentiel du secteur de la défense? Quelles sont les valeurs cotées ou non cotées qui vont en bénéficier? Quels sont les placements qui vont vous permettre de surfer sur cette nouvelle vague? Ce sont toutes les questions auxquelles nous allons vous répondre ensemble. Comme vous l'avez vu, nous avons un décor spécial, un tableau spécial. Mais pour une émission spéciale, il faut des invités très spéciaux. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'investissement dans la défense. Alors vous êtes le petit nouveau, Pierre de 13. Normalement, on vous bisute, mais là, comme c'est une émission spéciale, vous n'avez pas le droit au bisutage. Bon, j'ai de la chance aujourd'hui. Vous avez de la chance. Vous êtes analyste gérant chez Moneta AM. On salue Romain et André de notre part. Oui. Merci d'être venu. Pierre Chang. Par contre, alors il ne faut pas dire Pierre Chang. On m'a dit, tu dis toujours Pierre Chang. C'est pas du tout au chinois. C'est alsacien. C'est alsacien. Évidemment, je ne parle pas. Et on m'a dit dans le couloir, on m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu me dire, arrête de le présenter comme Pierre Chang. Dis Pierre Chang. Voilà, c'est très Pierre bien. Chang, ça va? Parfait. Vous êtes gérant de portefeuille à la financière de l'Échiquier et vous êtes un défenseur de la défense. Exactement. Virginie Robert, une habituée du plateau, présidente de Constance Associés. Vous aussi, Virginie, d'abord, bonjour. Merci d'être venue. Bonjour Marc. Vous aussi, ça fait des années que dans les recommandations que vous nous donnez ici, il y a des valeurs de la défense, alors que ce n'était pas à la mode. Et vous nous disiez à l'époque, moi, l'ESG, évidemment, dire que les valeurs de la défense, c'est pas ESG, c'est pas logique. Et aujourd'hui, que ça devient à la mode, vous devez sourire, non? Oui, c'est plutôt confortable. Mais le premier renseignement, c'est qu'en bourse, il ne faut pas être dans les sujets à la mode. Il faut être diversifié. Voilà. C'est ça, ouais. Surtout en ce moment, parce que on est passé du buy américain en début d'année au sell américain, et puis maintenant, tout le monde retourne sa veste de treillis. Christopher Dembick aussi, un habitué. Alors lui, il a mis une tenue spéciale. Vous avez fait l'armée ou quoi? Non, mais je suis réserviste. Ah, vous êtes réserviste? Oui, dans la gendarmerie en revanche. Dans la gendarmerie. Donc si je me fais siffler sur la route à 240, c'est vous. Voilà. Vous êtes conseiller, quand vous n'êtes pas gendarme, vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM et vous allez nous planter un peu le décor de l'environnement, du budget, la réalité, les fantasmes. Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Alors on va passer tout de suite à la première question. Et la première question, c'est de se poser la question de savoir quelles sont les valeurs qui sont le mieux placées pour bénéficier du réarmement. Mais avant ça, avec vous, Christopher Dembick, est-ce que vous pourriez nous planter le décor? C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on parle beaucoup de défense? Alors on en parle moins depuis les droits de douane. On parle de réarmement en Europe. Quels sont les chiffres? D'abord, il n'y a pas d'économie de guerre. On fait souvent la comparaison avec cela, on l'a vu dans le discours français, on n'est pas sur ce schéma-là. On est en revanche sur une accélération en termes d'efforts dans la défense. En valeur absolue, on est à peu près sur l'année 2024 à 326 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur en pourcentage du PIB, c'est 1,9% du PIB européen aujourd'hui qui est alloué à la défense. C'est Union européenne. Union européenne, effectivement. Ça peut paraître peu, mais on part de très bas. Avant la guerre en Ukraine, donc il y a 2-3 ans de cela, on était plutôt en moyenne au niveau de l'Union européenne à 1,5%. D'accord. Donc il y a déjà une progression avérée. Qui n'est pas énorme, c'est très disparate entre les pays. Vous avez des pays comme les pays baltes ou la Pologne, du fait de la proximité avec la Russie, qui investissent plus de 4% parfois du PIB dans la défense. D'autres qui sont à la traîne, typiquement l'Espagne, loin géographiquement, on est autour de 1,5%. Il y a aussi une disparité au niveau du secteur privé. C'est-à-dire que, contrairement aux États-Unis, vous avez des grands conglomérats qui arrivent à innover massivement et qui sont soutenus par l'État. En Europe, et c'est le cas aussi en France, on a énormément de petites structures, donc qui n'ont pas des capacités d'investissement. Vous dites des entreprises. Des entreprises. C'est très éclaté. C'est très éclaté. Donc des difficultés à la fois à avoir accès à des financements et aussi à recruter. Au niveau de l'emploi, on est à peu près à 4 millions de personnes qui travaillent au niveau de l'Union européenne dans le secteur de la défense. Mais seulement.
Et il y a systématiquement des difficultés de recrutement sur des postes très qualifiés, d'ingénieurs, etc. L'arbitrage, il est assez simple. Si vous êtes ingénieur dans la défense, vous aurez très certainement des salaires plus élevés aux États-Unis qu'en Europe. Donc la grosse difficulté européenne, c'est pas tant de mettre de l'argent sur la table. On y est arrivé en l'espace de 3 ans. La réalité, c'est surtout comment on va réussir à rejoindre, en fait, à créer des conglomérats. Alors si on veut des leaders européens comme on le souhaite, qui puissent finalement investir massivement, avoir accès à des financements et aussi recruter. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Comment on arrive à cela ? Il faut aussi que le principal acheteur, l'État, derrière cela, ait des commandes sur le long terme. Et aujourd'hui, entre ce qui a été annoncé, notamment les objectifs... Alors c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est la situation actuelle. On nous annonce, donc, notamment en Allemagne, des chiffres qui sont colossaux. C'est-à-dire que quand on ramène ça à un budget annuel, d'ailleurs, je vais vous demander la conséquence sur la croissance, puisqu'on parle beaucoup de stagnation en Europe. On est en Allemagne avec 2 années de récession, de croissance négative. Est-ce que la défense peut nous sauver de la récession en Europe, ou est-ce que le temps que tout ça se déclenche, que les moyens soient mobilisés, il faudra 2 ans avant que ça infuse sur la croissance économique? Vous avez effectivement 2 problèmes. Déjà, supposons que les montants qui sont évoqués soient réellement alloués, ce qui est un autre sujet. Parce que vous n'y croyez pas? En tout cas, ça ne transparaît pas aujourd'hui. Par exemple, prenons le cas de la France. La France a un objectif de passer d'à peu près 2% du PIB en dépenses dans la défense à 3,5%. Aucun calendrier n'a été mis en place sur quand est-ce qu'on va atteindre cela. Et c'est le cas dans la plupart des États. En Allemagne aussi? En Allemagne également. Sauf cas, bien sûr, des pays d'Europe de l'Est, pour certains. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la défense, on sait très bien que ça va se diffuser dans l'économie. Et en règle générale, c'est sur le temps long. Toutes les études le montrent, c'est sur une période parfois de 10 à 15 ans. Quand on investit 1 euro dans la défense, sur 10 à 15 ans, c'est 2 euros de PIB. Sur 10 à 15 ans. Sur 10 à 15 ans. D'accord. Mais il y a un problème. Ça induit aussi derrière cela que vous allez acheter en local, en domestique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au niveau européen, 60% des achats, des investissements dans la défense, c'est aux Américains. Donc, oui, mais ça va changer, ça. Non, mais l'idée, c'est que ça change. L'idée, c'est que ça change. Mais est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de produire ce que nous vendent les Américains? Non. Par exemple, si on prend l'exemple du porte-avions français... Non. Au moins, c'est simple. Non, mais si on prend l'exemple du nouveau porte-avions français, on est l'un des rares pays européens à avoir cette capacité-là. Vous avez aussi les Britanniques. Vous avez certains équipements de défense au niveau du porte-avions qu'aujourd'hui, on est dépendant des Américains parce qu'on n'a pas la technologie. Donc, dans tous les cas, ça ne changera pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut être très prudent sur l'impact économique. Oui, ça va bénéficier, mais à l'instant T... La relance ne peut pas venir de l'armement, c'est-à-dire, est-ce que l'armement peut nous sauver de la récession? Non. Imaginons qu'on ait une croissance nulle ou presque de 0. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse gagner 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 points de PIB au niveau européen dans la défense? Alors vous dites à court terme non. À court terme non, c'est sûr et certain. Et sur le temps long peut-être, mais ça dépendra effectivement si on achète au niveau européen et si derrière cela vous palliez les difficultés de recrutement et de financement. Aujourd'hui, quand on investit dans la défense, 60% des cas, c'est plutôt les Américains qui en bénéficient. D'accord. Et l'idée, c'est que ça change. L'idée, c'est que ça change. Mais encore une fois, il faut être quand même très très prudent. On passe d'une thématique d'économie de guerre à guerre commerciale. Et donc derrière cela, est-ce que finalement les montants alloués vont pas aussi aller plutôt vers les entreprises touchées par la guerre commerciale que l'industrie de la défense? Virginia Robert, vous avez investi depuis longtemps dans la défense. C'était quoi votre idée? L'idée, c'est que c'est une industrie donc long terme, structurellement résiliente, avec beaucoup de visibilité. Et beaucoup de barrières à l'entrée. Justement, comme le disait Christopher, c'est de l'ingénierie. Et en fait, c'est très difficile parfois même de faire la différence entre ces industries et la technologie. Elles participent, elles s'auto-participent. Et si je vous parle quand on se déplace et qu'on veut avoir un mapping, etc., toutes ces technologies, elle provient justement de questionnements initiaux de la défense, même le web, etc. Donc c'est compliqué, on ne peut pas dissocier. Donc pour moi, c'est un sujet central. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que il y a cette résilience de long terme et cette visibilité, et on parle des backlogs, des carnets de commandes, et effectivement aux États-Unis, on les a, et on sait que depuis des années, il y a évidemment le département, il y a un besoin, il y a des dépenses qui sont
élevé. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, le troisième point, c'est que sur le sujet ESG, oui, évidemment, il y a de la controverse. Bien sûr qu'il y a des questions d'éthique. Pour nous, sur l'ESG, le point principal sur les industries de défense et qui est peut-être le point le plus difficile quand on cherche des réponses, c'est y a-t-il corruption ou pas corruption? Mais c'est ça le sujet. C'est un des sujets. Mais après, sur l'environnement, vous savez, les sociétés elles-mêmes, elles sont aussi dans cette innovation. Donc, dans les processus industriels, elles ont pu, je veux dire, elles ont suivi le mouvement général. Dans la gouvernance également. Donc, on ne pouvait pas... après, il y a une question d'éthique. Moi, je respecte tout à fait que certains disent, moi, je ne veux pas participer parce que l'ultime objectif ne me convient pas. Fine. Mais on ne peut pas dire qu'elles ne peuvent pas être ESG. Il faut faire ce distinguo. Pierre, ça fait longtemps que vous investissez dans la défense. Oui, donc nous, c'est vrai que la prise de conscience pour nous, ça a été 2016, en fait, l'élection de Donald Trump, en fait. Parce que déjà, dès qu'il arrive, il dit il faut que les pays de l'OTAN contribuent davantage. On rappelle ce qu'il disait. Hein. Il disait que les pays de l'OTAN devaient monter à 3,5%. Et puis plus récemment, il a dit qu'il faut qu'ils montent jusqu'à 5% de leur PIB. Mais c'est vrai que son constat de départ, c'est de dire bon, voilà, le parapluie américain ne sera pas éternel et maintenant, il faut que les autres pays de l'OTAN prennent le relais, également sur l'investissement. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et donc, je tempère un petit peu ce qu'a dit Christopher, parce que depuis 2016, on voit tous les budgets qui augmentent, en fait, hein, en particulier en Union européenne. C'est ce qu'il nous a dit, hein, on est passé de 1,5 à 1,9. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, l'an dernier, les budgets européens, plus 17% quand même. Je défends Christopher, le pauvre. Voilà, oui. Et donc aussi, autre bémol, il y a bien un calendrier pour la France. Hein, donc, on est passé de 32 milliards en 2017 à 50 milliards de budget dorénavant, cette année. Il faut savoir et on va à 70 milliards il ne faut jamais attaquer la France. Voilà, et on va à 70 milliards d'ici 2030. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien dans les faits. Voilà. Maintenant, après là, je rejoins ton point effectivement de dire qu'il ne faut pas augmenter le budget pour acheter à l'étranger. Donc bon, ça c'est. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé? C'était ça, c'est cette idée-là de dire bon ben voilà, il y a un signal. Ouais. Donald Trump a lancé le signal, donc de toute façon on va devoir y aller. Voilà. Donc ça a été le point de départ. Déclencheur. Donc nous on a commencé à investir dans la défense à ce moment-là, enfin renforcer dans les portefeuilles à ce moment-là. Et ensuite, après, il y a une suite, en fait, un enchaînement d'événements qui ont confirmé. Et donc là, récemment, ça s'est totalement emballé. Hein. Donc, guerre en Ukraine, les États-Unis qui maintenant sont beaucoup plus, enfin, la deuxième élection de Donald Trump. On peut parler d'isolationnisme américain. Oui, voilà. En tout cas, la paix américaine, en tout cas, va évoluer. En tout cas, va changer. Et donc là, effectivement, il y a une prise de conscience, je pense, qui est existentielle maintenant, en tout cas pour le secteur de la défense européen. Donc là, c'est vraiment ce qui est en train de se concrétiser. Alors nous, on a la chance en France parce qu'on est le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde, derrière les États-Unis. Donc on a une carte à jouer qui est assez forte. On a des champions, on a tout un écosystème. On a gardé quand même l'écosystème de France. Globalement. Non, mais le meilleur commercial de la France. C'est factuel. Et donc, par exemple, la France est le pays le plus puissant militairement en Europe, en tout cas. Donc c'est la tête de gondole. C'est le parapluie nucléaire aux autres pays. Donc c'est le leader. Et je veux dire, quelque part, la politique militaire française est à observer de très près parce que elle donne le cap sur la politique européenne, je pense. Et donc c'est vraiment la France qui peut organiser cette riposte, je pense. Pierre Letrez, chez Moneta, vous avez déjà investi, vous investissez depuis longtemps ou c'est une nouvelle tendance? Alors, on ne va pas dire depuis très longtemps. Nous, vraiment, le point de départ a été plutôt 2022, l'invasion de l'Ukraine. Parce que c'est vrai qu'avant, alors sans doute au sein des ministères des Armées et des ministères de la Défense en Europe, l'invasion de la Crimée avait été un premier signal assez fort. 2014. Mais avant que ça se traduise par des actes vraiment forts, la discussion de financement additionnel, vraiment une impulsion et une volonté politique commune forte, on pense que c'est 2022 qui a marqué un peu cette étape. Et à partir de là, vous vous êtes dit... Voilà, et là, en fait, tactiquement, on a un peu été en réaction, je dirais, à ce moment-là, en investissant à la défense. Et après, on a un peu essayé de prendre de la hauteur sur le sujet. Et on s'est dit, finalement, si on devait simplifier, quelle situation on a? On a une industrie avec une visibilité qui est largement augmentée avec tout ça. On a des efforts politiques qui se mettent, on a des financements qui arrivent.
finalement, c'est des cas d'investissement qu'on aime bien, d'avoir des bonnes visibilités de ce type. Donc pour nous, ça a été un secteur qu'on a approfondi. C'est presque un cas d'investissement idéal, c'est-à-dire de se dire on a un donneur d'ordre qui est l'État ou qui sont les États, on a une visibilité parce que c'est pas des contrats à 15 jours, il n'y a pas de volatilité sur les contrats. À partir du moment où on part dans le réarmement, on a une visibilité sur 10-15 ans. Donc c'est vrai, vous avez raison, c'est une thèse d'investissement qui est idéale. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu jouer. Alors après, le volet ESG est un volet assez intéressant parce que c'est vrai tous les investisseurs nous en parlent, nous interrogent, on nous parle des armes controversées. Mais je suis d'accord que la corruption est peut-être le sujet finalement, en tout cas en Europe, qui est le plus sensible. Après, il y a le sujet des armes létales. Alors après, le sujet... C'est très amusant d'ailleurs l'hypocrisie qui règne puisqu'on est passé de l'armement à la défense et maintenant on parle de souveraineté. Comme ça, au moins, avec la souveraineté, on peut mettre dedans tout ce qu'on veut. Mais c'est positif, parce que quand même, je trouve que la pensée ESG a montré une certaine flexibilité, ce qui est très... parce qu'elle aurait pu rester dogmatique. Donc là, je trouve qu'il y a eu une ouverture d'esprit qui est saluée, je trouve. Ouais, c'est ce qu'on allait dire. La nécessité fait loi, comme dit Virginie. Et puis bon, à l'ère Trump, l'ESG, c'est passé un peu en deuxième ligne, on va dire. Allez, on passe tout de suite. Maintenant, on a parlé des grands principes. Là, on va essayer de vous donner des conseils pratiques. Donc, j'ai demandé à mes gérants, j'adore ça, Apocalypse Now, quelles sont les valeurs qui sont le mieux placées pour bénéficier du réarmement? Donc, vous nous avez dit que vous investissiez plus ou moins depuis longtemps, plus récemment pour Moneta, vous depuis longtemps, Virginie et Pierre aussi dans la défense. On va rentrer dans les détails. Je vais vous demander des conseils pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, concrets. Virginie Robert, est-ce que vous pouvez nous donner 3 recommandations de valeurs dans la défense? Je pourrais vous en donner une quinzaine, en fait. C'est ça la difficulté. Bah oui, mais il va falloir en choisir 3. D'accord, ok. Très bien. Donc on est très présent. Je vais laisser la partie France à Pierre, puisque je t'en prie. Donc bon, attendez, vous connaissez mon... Vous la laissez juste parce que c'est Pierre, les pierres, ou est-ce que c'est en fait vous investissez? C'est les pierres. Ouais. Bah oui, tout à fait. Qui ne roulent pas d'ailleurs. Mais non, on les a. On a des européennes évidemment. Bon, mais je vais parler d'une... Alors, c'est pas une européenne, c'est une entreprise britannique. C'est BAE Systems. Okay. Donc, pour moi, c'est 50 milliards de market cap en sterling. Pourquoi on aime cette société depuis longtemps? C'est qu'elle est très diversifiée. Donc, pour nous, si on parle défense, elle est sur tous les segments. Donc le terrestre, l'aérospatial, le naval, l'électronique et même la cyber. Donc voilà, ça on aime bien. C'est intéressant parce que là vous avez cité toutes les verticales de la défense. Oui, vous avez mis la cyber. Oui, mais je vais y revenir, Marc. Alors, la cyber, c'est que 10% chez BAE. Bah, si, vous m'avez dit qu'on avait du temps. Donc, voilà. Alors, mais surtout, BAE, c'est probablement une des rares entreprises en défense qui avait pris en amont, qui augmentait ses capacités de production. Donc, il y a, je dirais, là, une agilité et un cahier des charges dans l'exécution qui est très bonne. Donc, BAE, on l'aime bien. BAE Systems, c'est britannique. Question, ça a flambé déjà ou pas? Oui, depuis le début de l'année, c'est au-delà des 50%, je pense. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Okay. Sur le long terme, on a du temps. C'est du temps long, Marc. C'est du temps long. C'est du temps long. Et même si ça revient de temps en temps, il y a des opportunités de temps en temps. Le marché, il dit faut plus faire ça, faut plus avoir de la défense. On y va. Bon. Ensuite, nous, on aime bien les sociétés évidemment américaines. J'ai dit que j'ai ces européennes à mes amis. Pierre. Donc, L3 Harris. J'en avais déjà parlé dans C'est votre argent. Ce que j'aime bien, c'est que, alors ça, c'est 40 milliards de market cap. C'est un leader dans tout ce qui est plutôt communication, donc radar, capteur, et qui s'est enrichi il y a 2-3 ans, puisqu'on est en 2025, avec l'acquisition de Aerojet Rocketdyne, donc dans les lanceurs de missiles. Mais c'est le champion quand même dans tout ce qui est communication. Et d'ailleurs, la profitabilité, le cœur de profitabilité se trouve bien là. Et c'est une société qui ne se paye pas très cher et qu'on aime bien. Vous vous rappelez le nom? L3 Harris. OK. Communication. Et la dernière, mais si je peux, j'irai aussi un petit texte. Mais si. Donc je vais te parler très vite de Leonardo DRS. DRS, c'est le spin-off de Leonardo, la société italienne. Là aussi, c'est beaucoup d'électronique embarquée. Donc ça, on aime bien. C'est de la technologie pour nous, mais sur les secteurs de la défense. Leonardo a encore 70% de cette société. C'est un peu l'équivalent du Hensoldt allemand. Okay. Donc ça, c'est une société, c'est plus petit, c'est 9 milliards. Et ça adresse que le marché américain.
Et c'est de bonne croissance. Et puis nous, dans ce thème de sécurité, il ne faut pas l'oublier, Marc, la cyber, parce que la cyber, c'est la guerre commerciale. Virginie, donc, pas oublié. Vous le savez, nous, on continue à aimer CrowdStrike, Zscaler, mais il y en a plein d'autres. Mais s'il y en avait une que je devais choisir, c'est CrowdStrike. Ok. Ça va? Ouais, c'est parfait. J'ai bien? Voilà. Pierre, j'imagine que vous allez nous citer que des boîtes françaises. Bah oui, tout à fait. Hein, donc, bravo Virginie, en fait, vous avez tenu le temps. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que pour moi, la France est l'un des pays qui a une belle carte à jouer, en fait, dans toute cette histoire, dans toute cette évolution, parce que c'est le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde, après les États-Unis. Et donc, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cet avantage. Hein. Deuxièmement. Pardon ? Trois valeurs. Donc je rentre dans le vif du sujet. Alors, trois valeurs. Plus de temps que moi. Donc, nous, on a une valeur de conviction depuis longtemps qui est la première ligne de notre fonds Tocqueville PME, c'est Excel Technologies. Donc c'est un groupe qui fait en fait des. On les reçoit en deuxième partie de l'émission. Parfait. Ben, c'est une excellente idée. Il fait des drones sous-marins. Ouais. Donc ils font à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires avec la défense, avec des drones sous-marins, donc pour déminer notamment, pour observer, faire des missions d'observation d'interconnexion, de câbles, etc. sous-marins. Donc Excel Technologies. Excel Technologies et également des centrales inertielles. Okay. Pour les chars d'assaut, enfin, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment une valeur très importante parce que c'est ce qu'on sous-estime aussi beaucoup, je trouve, dans ce secteur parce qu'il a déjà beaucoup monté en bourse et on me demande souvent est-ce qu'il faut encore garder, etc. Parce que en fait, les gens se disent bon, ben le budget il augmente de temps. Et donc mon titre, il a déjà triplé. Et donc, bien sûr. Mais en fait, moi je dis, il faut aussi comprendre que c'est le monde entier qui va se réarmer. C'est pas simplement la France ou les États-Unis, enfin ou l'Italie, c'est le monde entier. L'Arabie Saoudite, y compris l'Espagne. Hein, on disait tout à l'heure que l'Espagne était très en retard. Ils ont décidé de passer à 2% voilà, du mais PIB. même en dehors d'Europe. Deuxième valeur. Alors deuxième valeur, Thales, bien sûr. Donc Thales, c'est une valeur française, bien évidemment, à mon avis incontournable en Europe, et qui a l'avantage d'être très diversifié en termes de produits. Donc ça aussi, c'est bien parce que vous avez des dossiers comme Dassault Aviation, par exemple, qui est très focalisé monoproduit. Donc à mon avis, ce qu'il faut essayer d'avoir, ce sont des titres assez diversifiés comme BAE Systems, par exemple, ou Thales. Deuxièmement, ils ont un carnet de commandes très important. Le titre a déjà beaucoup monté. Ils ont publié ce matin des chiffres qui étaient plutôt bons, mais les prises de commandes sont un peu volatiles trimestre par trimestre, mais il ne faut pas trop se arc-bouter sur le trimestre. Et donc, voilà, valeur résiliente pour le long terme. Et troisième valeur, c'est Exosens. Donc, ça aussi, c'est une petite valeur française qui fait des lunettes pour voir dans l'obscurité. Et donc, ils sont leaders sur leur créneau. Ça a explosé, ça. Ouais, voilà, mais et on peut acheter encore. Non, parce que c'est des valeurs qui ont pris. Exosens, ça a pris combien? Ça a pris. Ça a triplé, quoi. Ça a triplé, oui, c'est ça. Et donc, on achète quand même. Donc, moi, ce que je dis, c'est que sur la décennie, par exemple, ce sont des dossiers qui vont peut-être un peu fluctuer, qui peuvent retracer, bien évidemment, mais globalement, le monde est en train de se réarmer et ce sont des groupes qui offrent une certaine visibilité dans un climat global qui est quand même assez incertain. Donc, je trouve que c'est des valeurs de fonds de portefeuille qu'il faut privilégier. Merci Pierre Chanck. Pierre, le 13, c'est à vous. Bon, je ne vais pas faire que du franco-français. Non, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais aussi faire de l'allemand. La première valeur pour moi, ça va être Renk. Donc c'est un équipementier allemand qui fait environ 5 milliards de capitalisation. Vous en avez, Virginie? Oui. Bon, ça va. On est à la maison. C'est un équipementier qui est spécialisé en particulier sur les transmissions. Donc c'est ce qui transmet l'énergie d'un moteur aux chenilles, aux roues, sur un véhicule blindé. Et c'est vraiment un clair leader en Europe. Typiquement, c'est de l'ordre de 90% de part de marché. Donc nous, on aime bien ce genre de profil parce que, entre guillemets, peu importe qui vendra les tanks, on est quasiment sûr d'avoir une transmission Renk à l'intérieur. Donc on a une histoire de croissance qui est très simple à comprendre. Il y a un rééquipement qui est nécessaire. On a perdu des blindés en Ukraine. Quand on ouvre les dépôts, on se rend compte que pas mal de blindés ne fonctionnent même plus. Donc il y a le besoin de réactiver toute cette flotte. Okay. Donc changement de transmission. Donc voilà, ça c'est une belle valeur avec un beau potentiel. La deuxième valeur, bon alors là je vais faire un retour en France et je vais aussi prendre du Thales. Donc là il y a consensus sur Thales. Il y a consensus sur Thales, un peu pour les mêmes raisons. C'est ce portefeuille diversifié. Alors j'irai un peu plus loin. Donc diversifié dans la défense, ça c'est quelque chose qu'on apprécie avec des vraies compétences dans les radars notamment, mais aussi diversifié en dehors de la défense. On parlait un peu du fait qu'il y a une accélération très forte en bourse sur la thématique défense. Peut-être que justement, si à un moment donné la thématique s'essouffle temporairement, qu'il y a un peu une digestion, la partie non-défense peut arriver un peu en soutien et il y a aussi un cas un peu intéressant. Donc il y a une diversification en dehors du secteur de la défense qui peut jouer un rôle de compensation dans des périodes où peut-être que cette hystérie qu'on connaît actuellement va se calmer de façon naturelle pour reprendre derrière.
Voilà, notamment dans la partie cyber, donc qui est un élément qui est plutôt sympathique aussi pour l'histoire. Vous essayez de vous mettre bien avec Virginie Robert, là, ouais. pour revenir il a raison. On a l'air plutôt d'accord. Et le dernier, alors bon, hein. Non, il est juste honnête. Bon, il a compris que vous étiez à l'atelier. Enfin. C'est un signe d'intelligence. Hein. Et la dernière valeur, bon, c'est un petit peu peut-être tarte à la crème dans le secteur, mais ça va être Rheinmetall. Bon, c'est une des plus grosses valeurs. C'est un peu aussi un généraliste de la défense en Europe, exposé à un marché local qui a quand même l'avantage d'être sain économiquement, donc il peut déployer aussi davantage de dettes. Donc le marché local de Rheinmetall peut être très fort. Une des compétences fortes aussi de Rheinmetall, c'est le véhicule blindé, ça c'est un peu historique. Et c'est vrai que là, les marchés ont l'air de s'ouvrir un petit peu partout. J'ai une seconde pour vous. Vous n'êtes pas connu pour investir dans des boîtes très chères. Vous êtes connu pour investir plutôt dans des boîtes un peu value. Oui. C'est pas contraire à votre philosophie d'investir dans des boîtes qui aujourd'hui valent 40 fois par exemple les résultats? Alors on peut regarder effectivement le multiple de cette année. Sur Rheinmetall, c'est plus de 50 fois, donc ça fait un peu peur. Maintenant, compte tenu des perspectives de croissance, on peut aussi un peu se projeter sur le multiple. Et si finalement on est en 2029, on retombe largement sous les 20 fois. D'accord. Donc voilà, tout a un prix et les trajectoires de croissance doivent être valorisées. Donc c'est sûr que le multiple à aujourd'hui peut faire un peu peur. Mais nous, ça ne nous arrête pas. La deuxième partie de l'émission, on va essayer de voir quels sont les placements. On parle de plus en plus d'un fonds de défense nationale. On parle de fonds de dette, de fonds de private equity. C'est pas forcément très clair pour tout le monde, donc on va essayer de dresser un petit tableau des placements qui sont à votre disposition et qui vont être des opportunités pour les semaines, pour les mois à venir, car comme l'a dit Virginie Robert ou Pierre Chang en première partie, on est dans du temps long dans la défense, donc vous aurez le temps d'investir. Est-ce qu'il faut investir maintenant? Comment? On va en parler tout de suite avec Hugo Soussan. Vos oreilles ont dû siffler en première partie de l'émission. Vous êtes Chief of Staff, alors j'aime bien ce terme, ça fait très militaire, d'Excel Technology. Pierre Chang disait que vous étiez sa première ligne, donc vous êtes une des pépites qui est le plus citée par les gérants français et européens. Ça doit vous faire plaisir, non? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu une période de traversée du désert, vous prêchiez un peu dans le désert. Alors, le secteur de la défense avait été moins en valeur ou peut-être un peu même délaissé dans le passé, donc ça fait plaisir. Voire pointé du doigt parce que pas ESG, un peu. Aussi, il y avait eu ces thématiques. Alors nous, on ne fait pas d'armes létales, donc on était un petit peu en dehors de ces considérations, mais même. Et aujourd'hui... on va en reparler dans quelques minutes. Lionel Mess, vous êtes associé et directeur général du fonds de défense R&A de Wimberg Capital. Donc vous avez eu le nez. Hein. Vous avez lancé un fonds de private equity sur la défense avant que ce soit à la mode. Qu'est-ce qui vous a inspiré comment Alors l'idée, effectivement, elle est née en 2020, sur le constat d'augmentation des tensions dans le monde. La guerre en Ukraine n'était pas encore là, mais effectivement, il y avait ce constat. Il y avait eu déjà la Crimée, il y avait déjà... Mais vous avez eu quand même un phénomène en Europe qui consistait à un peu ignorer tout ça. Et nous avons souhaité, à travers cette initiative, revaloriser ce qu'on appelle la BITD, donc l'ensemble des sociétés... C'est quoi la BITD? C'est l'ensemble des sociétés qui travaillent pour la défense en France, dont on fait partie Excel notamment. Laurent Dubois, vous êtes directeur général. Alors vous, dette privée de Siena Asset Management, c'est intéressant, on va revenir, je vous laisserai le temps de vous expliquer, parce que vous avez une approche qui est un peu différente. Vous dites on investit dans la défense, mais on n'investit pas dans le capital des entreprises, on investit sur la dette, c'est ça Laurent? On prête aux entreprises. Maxime Chipoy, vous êtes président de Monevox. Je vous ai demandé d'abord merci de venir. Je vous ai demandé de venir pour nous faire le point parce qu'on entend plein de choses sur le fonds défense. Il y a eu des annonces spectaculaires et puis on a eu l'impression qu'il y a eu un petit retour en arrière. Il y a un peu de flottement. On va en reparler. Donc on peut investir dans la défense en direct, comme on l'a vu en première partie de l'émission, ou en investissant dans des fonds. Il y a notamment des fonds, on vient d'en parler tout de suite avec Maxime, de place à l'initiative de la BPI. Maintenant, on va commencer par une pépite qui est largement mise en avant par les gérants Excel Technology. Alors Hugo, Excel, vous avez vu, je vous ai mis la musique de la rivière Kwai. Excel, ça fait quoi alors Excel, c'est une entreprise de haute technologie industrielle qui est spécialisée dans deux grands domaines d'activité. Le premier, c'est les systèmes de drones maritimes. Donc il s'agit de drones sous-marins, de navires sans pilote, qui collaborent entre eux pour réaliser différents types de missions. Et notamment, dans notre cas, il s'agit de missions de déminage de mines sous-marines, mais pas que, parce que l'usage des drones maritimes s'élargit dans le monde et ça ouvre des opportunités. Deuxième grand domaine d'activité. Juste pour vous arrêter, au démarrage, donc, il y avait une société qui s'appelait ECA, c'est ça, il y a quelques années, je me rappelle très bien. Mais à l'époque, c'était
principalement civile. C'était notamment pour des infrastructures pétrolières, sous-marines. Ça a été tout de suite militaire ou vous avez shifté un peu une partie de l'activité? Historiquement, ça a été plutôt une activité de défense puisqu'on avait fourni les systèmes de déminage il y a 40 ans déjà de la plupart des marines dans le monde. D'accord. Et cette activité continue. D'accord. Et le deuxième grand domaine d'activité, c'est les systèmes de navigation. Donc c'est des équipements embarqués qui permettent à un véhicule, par exemple un navire, de se positionner sans recours au GPS. C'est utilisé dans un grand nombre d'applications et entre autres dans le domaine de la défense où le GPS peut être brouillé. Et c'est le cas en Ukraine aujourd'hui. Et ça, il y a des applications civiles aussi ou c'est que Il y a des applications civiles et militaires. Globalement, chez Excel, on fait une majorité de notre chiffre d'affaires dans la défense, environ 55%. Le reste étant dans des applications civiles. Et c'est qui vos clients alors? C'est différents États, c'est la direction de l'armement en France Alors la France est un client, on a pris des commandes cette année auprès de la marine française. Il y a d'autres marines en direct dans le monde auxquelles on peut vendre des systèmes robotisés et des intégrateurs qui intègrent nos équipements embarqués. Donc on a à peu près 80 pays clients dans le monde, on génère la grande majorité de notre revenu à l'export. Et aujourd'hui, alors vous avez connu une progression spectaculaire du cours, hein, 160% je crois depuis le début de l'année. Ça fait un peu peur hein, quand on est investisseur. Est-ce qu'on se dit au contraire, comme dit Pierre Chang, il nous dit attendez, 160% ou la progression, ça ne veut rien dire parce que de toute façon on est sur du temps long. Tous les pays vont devoir s'équiper. On parle de remontée significative de l'investissement, de passer de 1,9 pour l'Union européenne à 3,5 du PIB, ce qui serait un investissement énorme dont vous profiterez. Donc l'avenir est aujourd'hui votre carnet de commandes, il est là pour des années. Alors aujourd'hui il y a de belles perspectives de développement sur Excel. Hein. Les bons résultats qu'on a publiés récemment, c'est le fruit des 10 dernières années qui nous ont permis de développer les bons produits, les bonnes technologies et de se positionner et de gagner des appels d'offres. D'ailleurs, récemment, ça explique aussi la hausse du cours, on a gagné un très gros appel d'offres de plusieurs centaines de millions d'euros. Avec qui? Alors, une marine qu'on n'a pas pu communiquer, puisque pour des raisons de confidentialité vis-à-vis du client, on donnera les détails dès que possible. Et ça nous a permis d'avoir un très gros carnet de commandes pour notre taille, hein, qui fait environ qu'on a dépassé le milliard d'euros. Donc là, de carnet de commandes. Donc ça acte un changement de dimension. Par rapport à un chiffre d'affaires de combien à peu près? De 373 millions. Donc on est sur à peu près 3 ans de chiffre d'affaires en carnet de commandes, ce qui donne une bonne visibilité dans les revenus futurs. Et ça c'est le fruit des efforts passés. Et devant nous, il y a plein d'opportunités. C'est l'évolution du marché des drones maritimes, parce qu'on est convaincu qu'à l'avenir, il y aura le déploiement de flottes de drones, possiblement à grande échelle, pour réaliser différents types de missions dans l'environnement marin. Des missions de surveillance, des missions, Pierre l'avait mentionné, de surveillance d'infrastructures sous-marines. Et c'est aussi l'Europe de la défense hein, qui nous réunit aujourd'hui, avec la volonté de créer une Europe, une base industrielle de défense forte en Europe, auquel Excel, sur nos marchés, pourrait participer. Et Raphaël Gorgé, que j'interviewais il y a quelques temps, le président d'Excel Technologies, disait, globalement, en fait, là, on a eu un énorme contrat, mais il y a plein d'autres marines qui, justement, vont voir cet énorme contrat et vont se dire, tiens, nous, on doit y aller aussi. Ce gros contrat, c'est le deuxième très gros contrat en centaines de millions qu'on remporte, et ça confirme qu'on est bien positionné pour remporter d'autres appels d'offres à venir. Il y en a encore beaucoup. Plein de marines dans le monde. Là, en ce moment, il y a des appels d'offres dans tous les sens ou non, ça n'a pas encore infusé? Vous sentez tous les jours, vous avez des demandes ou est-ce que vous vous dites, ça va arriver parce que les budgets ont été votés, mais ça va mettre du temps? Alors, tous les jours, il y a des processus qui avancent. D'accord. C'est des cycles très longs. Le contrat qu'on vient de gagner, qu'on a annoncé en février, ça a duré 3 ans. D'accord. Mais on a d'autres process commerciaux d'appels d'offres en cours. Un appel d'offres, c'est 3 ans à peu près, c'est ça? Ça peut être 3 ans, 4 ans, entre le moment où la marine commence à réfléchir aux besoins et où c'est notifié. Donc c'est vraiment du temps long. Mais ensuite, ça dure aussi pendant très longtemps. Il y a les phases de livraison et la maintenance qui peut durer tant que les équipements sont en service, pendant 10, 15, 20 ans. On va parler d'actifs non cotés dans la défense. Est-ce que vous faites des acquisitions, vous, de sociétés ou est-ce que pour l'instant, vous êtes concentré sur votre core business? Alors on en fait. On est une des rares entreprises de taille intermédiaire dans le secteur de la défense, qui plus est cotée. Et il y a des opportunités de consolidation sur ce secteur. On en a fait une petite en fin d'année pour renforcer nos capacités technologiques. Et il y aura probablement... Donc vous pourriez faire votre marché dans les fonds de private equity, éventuellement?
Pourquoi pas. Allez, on passe tout de suite à un autre sujet qui occupe beaucoup la presse avec Maxime, le Fonds de défense nationale. Elle est pas mal, celle-là. Voilà du bout. Non, c'est Verdun, on ne passe pas. La BPI veut mobiliser les épargnants français pour financer l'effort de guerre. Maxime Chipoy, donnez-nous les informations qu'on a à ce stade sur l'initiative de la BPI. Il y a eu donc un effet d'annonce assez important qui a frappé tout le monde, parce qu'on parle d'un fonds de défense nationale. On avait l'impression d'être revenu aux grandes heures des grandes guerres. Et puis il y a eu un tout petit peu de flottement. Où est-ce qu'on en est ? Alors effectivement, il y a eu une annonce qui a été faite à la mi-mars de la part de la BPI sur le fait qu'il crée un fonds de défense qui s'appelle BPI France Défense. Et depuis, c'est un peu retombé. Donc, on reste sur les informations qu'on a eues il y a un gros mois maintenant. Donc, c'est un fonds qui est destiné à récupérer 450 millions d'euros, qui va être ouvert au grand public, donc aux particuliers. C'est quand même incroyable, ça, non ? Se dire un fonds de défense. Et je crois que c'est à partir de combien ? 500 euros C'est à partir de 500 euros le ticket d'entrée, effectivement. C'est incroyable, mais c'est dans la continuité de ce que fait BPI depuis quelques années, puisqu'on en est là, ça va être le 4e fonds de BPI ouvert au grand public, avec un ticket d'entrée qui est de plus en plus bas, donc de plus en plus accessible. Le dernier, c'était 1 000 euros. Le dernier, c'était 1 000 euros. Là, on passe à 500. Celui-ci est exclusivement consacré à la défense, à la cybersécurité et puis aux technologies duales qui peuvent servir à la défense. Alors, ce qui est important d'évoquer, c'est quand même que les montants que vous allez placer vont être bloqués pendant 5 ans. Donc, c'est de l'argent que vous ne pourrez pas récupérer. Et la petite différence aussi avec les 3 premiers, c'est que c'est un fonds qui sera, comme on l'appelle, evergreen, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de date de fin, qui continuera. BPI pourra réinvestir et vous pourrez sortir quand vous voulez à partir de 5 ans. Et donc ce fonds-là, a priori, il va être disponible dans les contrats d'assurance vie et les PER. C'est ça ce qui se dit, on a entendu. Oui, effectivement. Soit, comme précédemment, vous pourrez souscrire directement auprès de BPI ou auprès des bons contrats d'assurance vie qui référenceront ce fonds dans leur contrat d'assurance vie. Ce ne sera pas, en revanche, ouvert au PEA. Vous pensez que ça va être un carton ou vous pensez que les gens vont hésiter ? Le fait que ce soit bloqué 5 ans, bon, à partir du moment où on met ça en contrat d'assurance vie, le contrat d'assurance vie, on sait qu'on l'a pour 8 ans, 10 ans, donc c'est pas un sujet. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? Oui, je pense que ça va marcher. Le montant de 450 millions d'euros, il n'a pas l'air super impressionnant comme ça, quand on sait qu'en assurance vie, il y a 2 000 milliards d'euros par exemple. C'est quand même assez ambitieux de la part de la BPI, puisque sur les 3 premiers fonds, en cumulé, ils avaient collecté 250 millions d'euros. Donc avec ce fonds défense, ils essayent de faire quasiment 2 fois mieux avec juste ce fonds-là. Donc c'est quand même relativement ambitieux. Et après, on peut compter sur BPI pour faire sa sélection. Et c'est sans doute ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Sa sélection des entreprises. Alors là, ce qu'on entend, alors je ne sais pas si vous avez les mêmes bruits que moi, mais ça sera plutôt un fonds de fonds. C'est-à-dire que ça sera un fonds qui investira dans des fonds de défense qui sont déjà au sein de la BPI et puis dans des fonds extérieurs. Je ne sais pas si vous avez déjà des infos sur le sujet chez Wimberg Capital. Pas encore, parce que l'idée, ce sera de sélectionner des fonds de défense. On a le droit de le dire, nous, puisque BPI a communiqué là-dessus, nous, BPI est dans le fonds RNE. D'accord, donc c'est un de vos investisseurs. Un de nos investisseurs, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Vous pouvez rien dire parce que c'est votre investisseur, la BPI. Vous ne pouvez pas dire c'est naze à Lionel. Non, mais on pense que c'est très bien, parce que de toute façon, il y a des besoins de financement qui sont très importants. Et on ne prétend pas, nous, seuls, Siena ou Wimberg Capital, pouvoir adresser l'ensemble de ces besoins. Pour vous aussi, c'est une bonne initiative chez Siena, le fait d'avoir un fonds de défense nationale ? Je partage le point. Les besoins sont tellement importants que toutes les initiatives qui vont pouvoir contribuer à venir injecter des liquidités pour financer toutes les entreprises du secteur de la défense, ce sont des bonnes initiatives. Pour un particulier, Maxime, vous trouvez que c'est une bonne idée d'investir Bon, alors on a dit, le secteur de la défense, il a énormément de potentiel. Ouais. Bon, après, on vous dit que ça va être un peu bloqué. Et puis bon, on n'a pas encore les objectifs de rendement, mais vous conseilleriez, vous, chez Monevox On n'a pas encore tous les détails, donc je ne suis pas conseiller financier, mais ça paraît quand même assez intéressant. Les 3 premiers fonds, alors ils sont encore en cours, mais pour l'instant, on se passe bien auprès de BPI. Il y a quand même une grosse culture de BPI sur le choix des sites d'investissement. Il y a aussi une certaine proximité entre BPI et l'État. A priori, ils vont choisir des entreprises qui devraient pouvoir bénéficier des commandes de l'État. On est, comme on l'a évoqué, comme ça a été dit en première partie, sur un marché qui devrait croître
énormément dans les prochaines années, puisqu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui vont être investis dans les entreprises de la défense. Bon, a priori, ça devrait bien se passer. La BPI dans votre capital, chez Excel Technologies? Alors non. Non? Elle l'avait été il y a longtemps, mais plus maintenant. Et pourquoi? Il faut leur demander. Ouais, je pense, on arrive bien à se financer. Notre market cap a quand même beaucoup augmenté. Ouais. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous débrouiller tout seul comme des grands. Allez, on passe maintenant aux autres façons d'investir dans la défense. Ah, je me suis fait plaisir avec les musiques là. J'ai pris un peu de temps pour les choisir, mais j'avoue que je suis assez content de moi, comme d'habitude. Il y aura donc le fonds de la BPI, on vient d'en parler avec Maxime. Il y a dès aujourd'hui des fonds qui investissent directement dans des entreprises de la défense. Alors en capital, comme Wimberg Capital qui a eu le nez de lancer ça très tôt. En dette, comme Siena AM. Lionel, donc vous avez lancé votre fonds, vous nous le disiez, vous avez commencé à y réfléchir en 2020, c'est ça? Bien avant. Bien avant. Quelle est sa spécificité? Décrivez-le-nous, prenez votre temps. Dites-nous un peu ce que vous avez. Alors déjà, peut-être un mot déjà sur la société de gestion. Donc Wimberg Capital Partners est une société de gestion qui est française déjà, ce qui est important pour cette thématique, qui n'investit qu'en capital par rapport à Siena qui investit dans les métiers de dette. Donc nous on se limite au capital qui est notre spécialité. On a 5 activités et parmi ces activités effectivement il y a l'activité dite le fonds dit RNE du nom de la déesse de la paix. Pour lequel, effectivement, la première des Vous avez pris le nom de la déesse de la paix pour un fonds de défense. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc, la spécificité de ce fonds, c'est que déjà, c'était le premier à être lancé sur cette thématique. Un fonds pur, orienté sécurité-défense. Et moi, je me rappelle même quand vous êtes sorti, il y a eu des réactions. Ça a été assez étonnant de se dire lancer la thématique défense, alors que bon, c'était pas du tout à la mode, hein. Voire c'était un peu décrié dans l'ambiance de ESG de l'époque. Ouais. Alors il y a effectivement le sujet de l'ESG qu'on pourra traiter, une question spécifique si vous le souhaitez. Mais en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que il y avait à l'époque effectivement, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on a lancé ce fonds, c'est qu'il y avait un besoin d'investissement, un besoin de financement des entreprises de défense en capital qui n'étaient pas adressées pour le marché du fait, on va dire, d'une interprétation un peu restrictive de l'ESG qu'on a souhaité nous expliquer, élargir. Il y avait également des besoins qu'on a pu lire sur le marché quand on regarde la pyramide des âges des dirigeants de la BITD. Il était évident que 2 entreprises allaient changer de main. Ouais, ça c'est une grosse thématique. Hein. En m'intéressant au secteur, j'ai vu que cette thématique, elle revenait beaucoup. C'est qu'on avait beaucoup de dirigeants qui avaient plus de 60 ans et qu'il y avait une thématique de transmission. Et donc il y a ce constat. Et en face de ça, il y a des risques de prédation de pays étrangers sur des sociétés, sur des emplois qu'on veut maintenir sur notre sol, puisque la spécificité de la BITD, c'est qu'elle est autonome. Tout est produit, ou le gros est produit en France pour que la France puisse maintenir son autonomie stratégique. Donc ça, c'était le constat. Et ce constat, en fait, il se marie bien avec les objectifs du fonds, comme on appelle dans notre jargon l'equity story, la thèse d'investissement pour ceux qui nous écoutent, les investisseurs, qui est à la fois une thématique de croissance forte, de profitabilité et de consolidation. Croissance parce que aujourd'hui, mais c'était déjà le cas auparavant, la LPM, on le sait aujourd'hui, va beaucoup progresser. Les budgets militaires, de façon générale dans le monde, je dirais malheureusement, vont beaucoup progresser. La France, là-dedans, a une chance énorme qu'elle a travaillé, c'est que c'est le second exportateur mondial de matériel de guerre. Tout ça étant très contrôlé par l'État, naturellement. Donc il y a un effet export qui est extrêmement important. On le voit d'ailleurs dans les carnets de commandes de nos entreprises qu'on a en portefeuille aujourd'hui. Et le troisième facteur de croissance organique, c'est la dualité. En fait, beaucoup se font l'image de sociétés qui sont que dans la défense. Aujourd'hui, dans la BITD, d'Excel, où il y a 55% dans la défense, mais il y a le reste. Aujourd'hui, donc, quand on regarde les sociétés, on est entre 15 et 70% d'activité dans la défense. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on cherche à faire à travers les sociétés qu'on a en portefeuille, c'est ce qui est un facteur de croissance, c'est de développer cette dualité, c'est-à-dire adapter des technologies militaires aux civils et inversement des technologies civiles aux militaires. Qui peut investir ? Alors aujourd'hui, nous, l'état actuel de l'art, c'est que dans le fond, il y a uniquement
des institutionnels publics et privés. Alors je précise que c'est une initiative privée, totalement privée, mais dans laquelle effectivement on a certains investisseurs publics, des institutionnels classiques type banque, assurance, mutuelle, etc. Et puis on a une vingtaine de % de family office, donc de familles qui ont cru dans la thèse. Et je dis à ce stade, puisqu'on a sur notre bureau, je dirais, à l'étude, voilà, l'idée de pouvoir élargir notre base d'investisseurs et pourquoi pas sur les particuliers. C'est ça, parce que pour l'instant, il faut être investisseur qualifié, c'est-à-dire, j'imagine, avoir plus de 100 000 euros, au moins. Et puis, il y a des questions de volume, de taille de ticket, etc. D'accord, pour investir. Alors, en préparant l'émission, je me suis intéressé au secteur et j'ai interrogé des spécialistes du secteur. Et ils me disent, en fait, le problème du secteur, alors, il y a des cas comme Excel de technologie, il y a des gros acteurs, et puis il y a beaucoup d'acteurs, c'est ultra fragmenté, vous l'avez dit, c'est votre thèse, la consolidation. Mais on m'a dit aussi, c'est des entrepreneurs qui ont l'habitude du secret, de la confidentialité. Est-ce que c'est pas compliqué pour vous de leur expliquer qu'il faut laisser rentrer un investisseur qui va leur demander des comptes quand même, qui va leur parler d'une sortie éventuelle dans quelques années? Enfin, c'est une culture que n'a pas le secteur de la défense, me semble-t-il. Alors c'est une culture en fait qui est très qui est partagée dans d'autres secteurs en fait. Je pense que les fonds d'investissement ont une image qui n'est pas forcément très bonne des consorts de Paris. Et nous, c'était la grande force en fait de notre fonds sectoriel. C'est-à-dire qu'on a pu se présenter avec une équipe mixte, c'est-à-dire composée d'ingénieurs de l'armement et de financiers. Un fonds qui est une initiative unique, qui était en tout cas unique à l'époque. Et quand vous allez voir ces chefs d'entreprise, que vous discutez avec un niveau de technicité, puisque ce sont des entreprises qui sont généralement technologiques, et avec le fait de leur dire nous sommes les premiers à investir le secteur, en fait vous avez une écoute. Voilà. Donc, et donc ils sont prêts à laisser rentrer. Les langues se délient. Et on a vu d'ailleurs, on a 2 exemples déjà dans notre portefeuille de sociétés vendues par leurs fondateurs qui comptaient à l'origine plutôt vendre à une autre entreprise de défense pour consolider et qui se sont laissés séduire par notre discours, à savoir on leur a vendu le fait que voilà, plutôt que d'aller vous diluer dans un ensemble plus gros, le travail d'une vie, nous on vous propose une solution d'indépendance où vous allez pouvoir consolider le marché. Oui, voir une situation d'intermédiaire, c'est-à-dire vous les aider à structurer, faire de la consolidation, et puis après ils peuvent se vendre à un industriel dans quelques années. Ça peut être aussi industriel ou fonds. Voilà. Nous on fait le pari qu'en fait les fonds vont se mettre au secteur de la défense. En train de se créer, vous avez lancé le mouvement, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en train de se monter. Encore une fois, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Alors, Lionel, Laurent, chez Siena AM, alors moi j'étais très intéressé parce que j'avais rencontré votre équipe et à l'époque, il y avait un élément qui m'avait intéressé, c'est que vous disiez le problème d'investir dans le capital, dans la défense, c'est que l'État a un droit de regard, les donneurs d'or ont un droit de regard, donc la sortie en capital n'est pas toujours évidente et nous on préfère investir dans la dette. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est un bon point. Alors, je pense que les besoins sont tels, effectivement, que ça peut être en capital ou en dette. Non, mais vous gênez pas, vous pouvez descendre les... Non, pas du tout, parce que pour le coup, on n'est pas concurrent. Non, ce qui se passe, effectivement, aujourd'hui, il y a... ce qu'il faut comprendre, c'est un peu l'organisation de ce marché, et je crois que c'est important. C'est aujourd'hui, quand les armées passent commande, ils passent commande auprès, en général, d'une quinzaine plutôt de grands donneurs d'ordre en Europe, et en France, il y en a moins d'une dizaine. C'est les grands groupes qu'on connaît, les Thales, les Dassault, les Naval. Et ces grands groupes, vous parlez d'une fragmentation, ces grands groupes qui passent commande après auprès en Europe de 12 000 entreprises, 4 000 en France. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces entreprises, il y a 50% le chiffre d'affaires médian, donc 50% des entreprises, c'est moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est ultra fragmenté. C'est ultra fragmenté. Donc, quand vous êtes à la tête de cette entreprise et d'un seul coup, votre carnet de commandes, on vous dit, vous produisiez 100 pièces en un an, maintenant, il faut en produire 200 en 6 mois, et ça pour les 5 ans qui viennent. C'est là où, quand on parle des besoins de financement, c'est de ça dont on parle. Et qu'on adresse tous, c'est dire, aujourd'hui, il y a une demande de financement au niveau de ces PME qui est vraiment extrêmement importante, avec une extrêmement bonne visibilité. Donc vous êtes chef d'entreprise, vous devez embaucher, former votre personnel, acheter des coûts. Oui, c'est paradoxal. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en fait, quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de moins de 50 millions peut se retrouver un peu, Hugo, vous avez vécu ça, à une autre échelle, mais avec des commandes qui sont des commandes massives. Et en fait, ça devient
un problème. Ça devient un problème. Ça devient, enfin, oui, c'est une opportunité, alors, mais après, il faut la financer. Voilà, vous allez voir votre banque et elle vous dit, bah, ça fait 10 ans que votre chiffre d'affaires baisse, donc c'est un peu compliqué. Vous allez voir. Alors, le temps que se mettent en place ces solutions de private equity, souvent, c'est un peu plus long. Parfois, c'est des PME, ouais, il y a des logiques de transmission, c'est compliqué. Donc, nous, on a une solution, je veux dire, qui est plus simple à mettre en œuvre, qui est plus rapide à mettre en œuvre. Et surtout, nous, ça fait 10 ans qu'on finance des entreprises industrielles de cette nature. Donc, on comprend bien. Et ce qu'on comprend bien, surtout, et ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle la criticité de l'entreprise. Parce que parfois, vous avez d'un côté une grande entreprise qui va passer commande à un sous-traitant ou qui passe commande à un sous-traitant, et à la fin, vous avez une PME qui est le seul à produire la pièce. Et pour changer de sous-traitant, c'est un process, enfin, vous parliez de 3 ans, c'est des process très très longs, c'est 18-24 mois. Donc si vous êtes le seul aujourd'hui à produire la pièce, 24 mois pour trouver un nouveau fournisseur, vous êtes tranquille pour les 24 mois qui viennent. Vous, votre fonds, il s'adresse à qui? Alors aujourd'hui, un petit peu la même chose que pour René, notre fonds s'adresse aux institutionnels, donc on a des clients institutionnels, privés, publics, mais français. Je crois savoir qu'il va être bientôt disponible pour le retail et notamment en contrat d'assurance vie. Alors nous avons été sollicités, nous travaillons avec des partenaires, nous allons essayer ça dans les semaines qui viennent. Et nous allons avoir une version qui va être éligible pour les contrats d'assurance vie. Donc je pense que voilà, d'ici septembre, vous pourrez investir via votre assurance vie dans un fonds en dette qui va financer les PME. Quelle est la promesse de rendement qui n'engage que ceux qui l'écoutent, mais qui quand même nous engage un petit peu. Mais alors pour la version qui sera éligible à l'assurance vie, on va être sur une version qui est entre 5-6% pour un produit de dette, donc avec une version très sécurisée, parce que la visibilité qu'on a aujourd'hui sur les carnets de commandes nous laisse penser que c'est une opportunité en termes de risque-rendement. Lionel, le rendement espéré ou affiché? En fait, c'est un rendement qui est le équivalent à celui qui sont recherchés dans les fonds de LBO classiques. De combien à peu près? Autour de 20% net. Ah oui. Voilà, parce que ça fait partie de cette thèse, hein, c'est que la croissance à venir et surtout les cash flows dégagés par ces sociétés sont tels que ça nous autorise des espérances de rendement importantes. Merci à tous, c'était passionnant. J'espère que ça vous a autant passionné que moi. Aux armes donc épargnants, vous avez toutes les armes en main pour investir et changer votre fusil d'épaule. Alors on attaque pour sauver la France, l'Europe et votre argent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle.